Nous allons accueillir maintenant Guillaume de Thieulois pour la partie sur les médias. Guillaume de Thieulois est docteur en sciences politiques, ancien assistant parlementaire. Il dirige actuellement un groupe de presse dont l'excellent Salon Belge, que je pense tout le monde connaît ici, tout en poursuivant une carrière de lobbyiste et d'écrivain. Donc, en tant que spécialiste des médias, il nous fera part de son expertise sur les contre-valeurs des médias dominants. Merci, bonjour à tous. Oui, donc je dois parler, pareil, en 10 minutes des contre-valeurs des médias dominants. Il y aurait, comme il y a une logorée incompréhensible dans les médias dominants, il faudrait en parler pendant des heures. Mais je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cet événement récent, peut-être anecdotique pour beaucoup d'entre vous, mais que je trouve extrêmement symptomatique. Vous savez sans doute que le Conseil constitutionnel a récemment validé une loi complètement délirante qui s'appelle l'extension du délit d'entrave à l'avortement. Vous savez peut-être qu'en France, le fait de s'opposer physiquement à l'avortement était passible des tribunaux. Maintenant, s'opposer par la plume à l'avortement est également passible des tribunaux. Alors, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à l'avortement, et d'ailleurs la question n'est pas tellement là. Vous imaginez donc qu'un État n'a rien de plus pressé que d'interdire toute contestation de ce qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un assassinat. Donc non seulement on n'est plus dans une dépénalisation de l'avortement, l'avortement, je rappelle que dans la loi Veil, c'est un crime qui est dépénalisé, aujourd'hui c'est le contester qui est criminel. Ça dit exactement tout de la situation dans laquelle sont les médias français. Il est possible de mentir quand on défend la propagande officielle. Le site du gouvernement, par exemple, ment expressément, c'est très clair. Par exemple, il ne sait pas la différence entre un fœtus et un embryon, ce qui est quand même exotique pour quelqu'un qui prétend parler du sujet. Et il est en revanche interdit de dire la vérité si on n'est pas dans la ligne du parti. Ce qui dit très bien et très rapidement ce que je voudrais viser. 1. La liberté. 2. La vérité. La liberté de la presse, d'abord, pour moi, ça ne devrait pas être un absolu. Il n'y a pas un droit absolu à dire n'importe quoi. Mais en admettant que ce soit une valeur fondatrice, comme c'est le cas officiellement dans la Ve République, il faudrait au strict minimum que toutes les opinions soient librement débattues. Et comme vous savez, il y a une liberté de la presse constitutionnelle, mais selon l'excellent mot de Solzhenitsyn dans son discours de Harvard, il existe peut-être une liberté sans limite pour la presse, mais certainement pas pour le lecteur. Quel que soit le journal que vous prenez, vous tombez sur le même texte. Et d'ailleurs, quand je dis ça, c'est presque parfois littéral, vous pouvez trouver la même faute d'orthographe dans le Figaro, dans Libération, dans Le Monde. C'est simplement parce qu'ils ont fait un copier-coller de la dépêche AFP qui elle-même était fautive. Alors, donc on a évidemment un problème de liberté du lecteur, et on a maintenant aussi un problème de liberté du journaliste, avec un certain nombre de lois liberticides, dont la quintessence est la loi Pleven aggravée par les lois Guessot, etc. Et il est important de noter que les libertaires ne sont pas les derniers avec liberticides. Il n'y a plus d'opposition entre libertaires et liberticides. Je prends un exemple un peu caricatural. Vous savez que maintenant, Charlie Hebdo, on est tous tenus d'être Charlie, parce que, évidemment, c'est la sauvegarde des valeurs occidentales. Charlie Hebdo, il y a quelques années, avait lancé une pétition qui avait eu un certain succès, d'ailleurs, pour interdire le Front National. Quoi que vous pensiez du parti, c'est quand même, là aussi, complètement délirant d'imaginer qu'un journal qui se prétend libertaire n'ait rien d'autre, rien de plus pressé à faire que d'interdire un parti. Donc ça, c'est du côté de la liberté de la presse, il n'y a pas de liberté des lecteurs, ça c'est clair, pas de liberté maintenant, plus de liberté pour les journalistes, mais du côté de la vérité, on est aussi dans une situation extrêmement problématique. Normalement, la vérité devrait être la seule régulation de la liberté de la presse. Or, comme vous savez sans doute, depuis 200 ans, nous sommes rentrés dans un régime qui pose en principe, l'étape de la loi de la Révolution, c'est ces discours rousseauistes qui commencent par, comme ça, écartons les faits, ils n'ont rien à voir à l'affaire. Écartons les faits, donc on est dans une liberté de la presse qui commence par écarter les faits. À tel point qu'il y a maintenant, y compris dans le droit de la presse, il y a la fin de l'exception de vérité. Vous savez que quand on était accusé de diffamation, normalement, la loi de 1880 vous permettait de prouver ce que vous disiez. Si vous aviez dit vrai, vous n'étiez pas un diffamateur. Aujourd'hui, la Cour de cassation considère
que l'exception de vérité n'a plus lieu d'être. C'est extraordinaire aussi. C'est-à-dire que si vous dites je ne sais quelle assertion qui peut apparaître comme diffamatoire, attentatoire, je ne sais quel droit de je ne sais quelle minorité, que ce soit vrai ou pas, n'a plus rien à voir à l'affaire. En matière de vérité, vous savez que les médias dominants ont un rapport à la vérité très, très bizarre. D'un côté, ils prétendent avoir la vérité unique. Vous savez, par exemple, que le Monde a lancé son fameux décodex pour lutter contre les non moins fameux fake news. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le décodex ne cesse d'accumuler les fake news. Pour lutter contre les fake news de la réinfosphère, ils en créent de nouveaux. Par exemple, Le Monde a déclaré que Trump disait que les médias étaient les ennemis du peuple. Alors que Trump a dit que les médias de fake news sont les ennemis du peuple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais Le Monde, qui est un peu la quintessence du média dominant, Le Monde a une vieille expérience en matière de traitement exotique de la vérité. Je ne sais pas, Jeanne Smith, qui est dans l'Assemblée, s'en souviendra beaucoup mieux que moi. Il y a des années de cela, Le Monde avait écrit cette phrase que je trouve sublime. Je ne sais quel stagiaire ou peut-être journaliste en poste avait dit que les cathos tradis étaient des néo-nazis parce qu'ils mettaient au fronton de au frontispice de leur réunion « La vérité vous rendra libre », slogan néo-nazi comme chacun sait. Et Jean Madiran, le patron présent à l'époque, avait dit, c'était évidemment moqué avec la plume qu'on lui connaît, de cette déclaration complètement absurde. Et que croyez-vous qu'il arriva? C'est lui qui s'est retrouvé en correctionnel. Eh bien, voilà dans quelle situation nous en sommes. Je laisserai Orwell commenter. L'effrayant dans le totalitarisme, et ça vaut aussi pour le totalitarisme soft, ce n'est pas qu'il commette des atrocités, mais c'est qu'il s'attaque au concept de vérité objective. Alors, maintenant, quel est le discours dominant dans les médias dominants? C'est un discours qui touche à plusieurs éléments. Le premier, pour moi le plus fondamental, c'est l'économisme. L'homme n'est qu'un consommateur ou un producteur. Et pour faire le grand marché mondial, il faut lutter contre les communautés naturelles, donc les nations et la famille, comme l'a dit mon prédécesseur, et idéalement créer un gouvernement mondial qui gère le marché mondial. Alors face à ça, comment résister? Pour moi, la première des résistances, c'est de dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Vous savez que les samizdates ont finalement eu raison de l'Union soviétique. Ils étaient peut-être tout petits, ils étaient peut-être polycopiés, ils ont gagné. Nous aussi, nous pouvons gagner. Les samizdates ont eu raison de l'Union soviétique, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas raison à notre tour de cette nouvelle Union soviétique. D'où l'importance de la réinformation, toutes tendances confondues évidemment. Il est fondamental que des havres de réflexion et de vérité existent en dehors des médias dominants. Deuxième point de résistance, nos communautés naturelles. Il est impératif que nous développions nos familles, que nous les nourrissions, que nous développions nos paroisses, etc. D'où, par parenthèse, ma très grande frilosité quand j'entends certains discours politiques qui font de l'alpha de la lutte contre le communautarisme l'alpha et l'oméga de la vie politique. Il y a des communautarismes qui sont extrêmement contestables, je pense au communautarisme islamique, au communautarisme mafieux, au communautarisme maçonnique, à tout ce que vous voulez, mais il y a des communautarismes qui sont sains, et il faut les défendre. Et dernier point de résistance, il faut nourrir, chérir notre identité et la transmettre. C'est fondamental, là aussi le combat de l'école est un combat décisif. Alors évidemment, nous sommes tout petits face à Goliath, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais on peut laisser pour finir une parole d'espérance à Solzhenitsyn, qui a payé le prix qu'il fallait pour lutter contre le totalitarisme. Vous savez ce que racontait Philippe de Villiers sur les confidences de Solzhenitsyn, qui disait ceci: « Le gouffre s'ouvrira à la lumière. De petites lucioles dans la nuit vacilleront au loin. Au début, peu de gens les distingueront et sauront abriter ces lueurs tremblantes, fragiles contre toutes les tempêtes hostiles. Il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, de la nature, de la vie. Ils cacheront dans leur pèlerine les petits manifestes de Refouznik. Ils exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l'esprit au-dessus de la matière. Ils briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l'éclosion des consciences dressées. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Eh bien, je pense que nous y sommes. Je vous remercie.